Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Été 2026, en toute transparence, travailler l'égalité. 3 tables rondes à podcaster, enregistrées en public au Théâtre Traversière à Paris. La France, comme les autres États membres de l'UE, avait jusqu'au 7 juin pour transposer la directive européenne de 2023 sur la transparence salariale. Pensez cette directive pour lutter contre les inégalités femmes-hommes, prise dans un calendrier parlementaire haletant et qui sait peut-être d'autres priorités de l'exécutif. Il faudra finalement attendre la fin 2026, voire le courant 2027. Pour qu'une loi soit votée. En attendant, le projet du gouvernement est maintenant sur la table et soulève un certain nombre d'enjeux. Alors en quoi consiste-t-elle cette directive ? Pourquoi de nombreux pays tardent à la mettre en œuvre et pas seulement en France ? Et par-dessus, quel type de structuration des rémunérations vient-elle intervenir ? On va en parler avec nos 4 invités que je vous demande d'accueillir. Michel Minet, bonjour. Bonjour. Juriste, vous êtes à la fois avocat et professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes titulaire de la chaire Droit du travail et Droit de la personne. Et l'on vous doit l'ouvrage Droit des discriminations dans l'emploi et le travail, paru chez Larcier en 2016. Naïla Glaise, bonjour. Bonjour. Membre de l'UGIC CGT, vous êtes présidente d'Eurocadre, Fédération européenne de syndicats de cadres, qui vous a réélu à sa tête il y a quelques mois pour un 2e mandat. Élise Pénal-Vaïcher, bonjour. Bonjour. Sociologue, professeur à Paris-Dauphine, on vous doit notamment La frustration salariale, à quoi servent les primes, paru aux presses de Sorbonne Université en 2024. Et Philippe Lafont, bonjour. Bonjour. Inspecteur général des affaires sociales, vous êtes actuellement directeur des rémunérations et avantages sociaux d'EDF au sein donc de la DRH Group. Merci beaucoup à tous les 4 d'être parmi nous. D'abord, Michel Minet, cette directive, on va y venir évidemment au cœur de cette table ronde, on va y venir dans un instant, ainsi qu'à sa transposition, avec ce but, ça on a bien compris, qui est in fine de pouvoir comparer les salaires pour lutter contre les inégalités. Mais je voudrais peut-être avant cela vous entendre un instant, si vous le voulez bien, sur la longue construction juridique dont elle est le produit et qui est liée à l'engagement d'un certain nombre de femmes. Est-ce que vous pouvez nous en donner un bref récapitulatif historique, c'est-à-dire que ça ne sort pas de nulle part, en repartant peut-être de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et toute une série de jurisprudences sur le continent européen notamment? Oui, je vais essayer. Si je peux faire 2-3 remarques par rapport au débat qui a eu lieu précédemment, très rapidement, mais on va parler d'un certain nombre d'outils pour favoriser la transparence des rémunérations, pour favoriser l'action en justice, etc. Mais il ne faut pas oublier que ces outils sont des leviers pour rendre effectif une règle. La règle, c'est l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Et donc, quelle que soit toute l'architecture très compliquée que l'on va regarder, il ne faut jamais oublier que la règle substantielle, c'est l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Donc la règle, ce n'est pas un travail égal, salaire égal. C'est un travail de valeur égale, rémunération égale. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il ne faudrait pas oublier que depuis des décennies, il y a des actions en justice, il y a des décisions de justice qui sont rendues, il y a des centaines de jurisprudences qui ont déjà invalidé des arguments que l'on entend dans les entreprises pour s'opposer à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc il faut prendre conscience des ressources juridiques qui existent. Et quand on veut construire un dossier, bien évidemment, déjà dans le cadre d'une négociation dans l'entreprise, on ne part pas de zéro, on part de tout ce qui a été construit au cours des années écoulées. Et puis une troisième remarque très, très rapide, mais ne confondons pas le juridique et le judiciaire. Vous êtes des syndicalistes, vous faites du juridique tous les jours. Vous passez votre temps à faire du juridique. Vous passez votre temps à utiliser des droits qui ont été conquis à un moment donné. Et de temps en temps, vous êtes obligé de faire du judiciaire. D'accord ? Alors maintenant, j'essaye de répondre à la question. L'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Depuis quand ? C'est un scoop, depuis 1919. Depuis 1919. C'est en 1919, dans le traité de Versailles, traité très critiquable par ailleurs, qu'a été créée l'Organisation internationale du travail. Et l'Organisation internationale du travail, elle nous dit « ce qui génère les conflits à l'intérieur des pays, ce qui génère les guerres entre les pays, c'est l'injustice sociale dans le travail ».
Et cette injustice sociale dans le travail, elle a plusieurs causes. Elle a notamment comme cause les salaires insuffisants, et notamment les salaires insuffisants des femmes. Donc il faut assurer l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Et donc, bien évidemment, si on assure l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un même travail, comme les femmes et les hommes souvent ne font pas le même travail, c'était particulièrement vrai en 1919, c'est encore vrai aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure avec les familles professionnelles, la règle risque d'avoir assez peu d'effet. Bon, 1919, l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation internationale du travail va prendre une convention, la convention numéro 100 en 1951, qui va prévoir l'égalité de rémunération et qui va définir ce qu'est une rémunération, c'est-à-dire le salaire et tous les accessoires de salaire, les avantages en nature, tout ce qui est perçu directement ou indirectement en raison de l'emploi de la personne. Donc nous sommes en 1951. Et la France va mettre 20 ans à reprendre cette disposition dans la fameuse loi de 1972. Et à partir de 1972, eh bien, des femmes vont saisir les tribunaux pour obtenir l'égalité de rémunération avec leurs collègues masculins. Et dans la plupart des affaires, elles vont perdre. Elles vont perdre parce qu'on a un raisonnement au regard de la charge de la preuve, au regard du travail de valeur égale qui n'est pas encore performant. Et au même niveau, à la même date, dans les années 70, eh bien, l'Europe va adopter des directives. La directive de 1975 sur l'égalité de rémunération, vous en avez sans doute jamais entendu parler, mais vous avez entendu parler de la loi d'Yvette-Roudy. En tout cas, certains en ont entendu parler parce que ça fait partie de leur histoire, puis d'autres en ont entendu parler parce qu'ils l'ont lu dans des livres d'histoire. La loi Yvette-Roudy... Les jeunes de tous âges, oui. C'est ça. La loi Yvette-Roudy, c'est la reprise dans le droit français des directives européennes. Et à partir de là, on a un socle juridique qui va se développer et on va avoir, comme vous le disiez fort justement, toute une série de décisions qui vont être très importantes. Alors, il y a une décision que je raconte depuis 30 ans, donc je ne vais pas vous l'affliger, mais une affaire de champignons dans une entreprise avec des salariés qui trient des champignons, qui sont payés 34 francs de l'heure, et puis des salariés qui portent des caisses de champignons, qui sont payés 47 francs de l'heure. Et parmi les salariés qui trient les champignons, il y a 2 femmes qui ne sont pas contentes et qui voudraient avoir le même salaire qu'un de leurs collègues hommes qui porte les caisses de champignons. Et on dit, c'est pas le même métier. C'est pas la même classification. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même travail. Oui, mais le juge va dire à l'employeur, est-ce que vous pouvez prouver que le travail des femmes qui trient les champignons a moins de valeur que le travail des hommes qui portent les caisses de champignons? Et l'homme ne va pas... L'employeur, c'était un homme. L'employeur ne va pas pouvoir justifier la différence de salaire. Si l'employeur ne peut pas justifier la différence de salaire, alors c'est une discrimination. Et c'est sur la base de ce raisonnement-là, il y a eu un transfert de technologie, c'est sur la base de ce raisonnement-là que l'affaire Peugeot, dans laquelle était présent François Clerc, l'affaire Peugeot a été montée donc, dans les années 1996 et 1997. Et à partir de là, va pouvoir se développer la jurisprudence. Alors on en reparlera, je vais essayer de ne pas être trop long dans cette première étape, mais c'est à partir de là qu'on va juger que, par exemple, dans une affaire, dans une entreprise, eh bien, une salariée qui était responsable des ressources humaines, elle n'était pas directrice, elle était responsable. Elle était responsable des ressources humaines, va demander l'équivalent de la rémunération du directeur, c'est un directeur, c'est pas un responsable, du directeur des affaires financières, du directeur de production et du directeur commercial. Soyons sérieux, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même formation, ce n'est pas les mêmes contraintes. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est un travail de valeur égale? Et le juge va considérer que c'est un travail de valeur égale, et elle va donc obtenir l'égalité de rémunération avec ces 3 directeurs. Nous sommes en 2010. Et depuis, il y a eu encore de nombreuses autres jurisprudences, mais nous en parlerons plus tard. Non, mais venons-en justement à la directive. Est-ce qu'elle comporte tout le passif la directive, elle s'inscrit dans cette histoire. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'Europe, tout d'un coup, produit une directive européenne sympathique pour assurer l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes? Eh bien parce que l'Europe, que l'on peut critiquer sur un certain nombre de points, bien évidemment, il faut le faire, mais sur d'autres points, eh bien, elle est très favorable à la non-discrimination. Et en particulier, elle est très favorable à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Et vous l'avez vu, à partir du milieu des années 70, vous allez avoir des affaires judiciaires au niveau européen. Par exemple, vous allez avoir la fameuse affaire de Madame Gabrielle Defresne, qui est hôtesse de l'air dans la compagnie belge Sabena, et qui voit que ses conditions de travail ne sont pas les mêmes que les conditions de travail des hommes. Les hôtesses de l'air, femmes, et les stewards, hommes, ne sont pas traités de la même manière. Et il y a une question qui la choque en particulier, c'est l'âge de départ à la retraite. Les hôtesses de l'air sont obligées de partir à la retraite plus tôt, à 40 ans. Les stewards peuvent rester plus longtemps, jusqu'à 50 ans, 55 ans. Et vous le savez, bien évidemment, si l'âge de départ de retraite n'est pas le même, la pension de retraite ne va pas être la même. C'est la double peine. Oui, mais enfin, une hôtesse de l'air, elle doit être jeune. N'est-ce pas? Et donc, quelle est la question? Eh bien, la question, c'est que quand on combat les discriminations sexuelles, on combat des représentations. On combat des stéréotypes. On n'a pas d'abord des problèmes juridiques d'action de groupe très compliqués, de construction de panels très compliqués, etc. Non, ce n'est pas ça le problème. Ça, on sait faire. On combat des représentations stéréotypées sur la valeur du travail de l'autre. Et c'est un peu ce que disait Emmanuel ce matin, en particulier sur la valeur du travail dans des métiers qui sont très féminisés. Et donc, le droit européen va se construire à partir de jurisprudence. On va avoir des affaires où des femmes vont demander l'égalité de rémunération avec des hommes alors qu'elles ne font pas le même travail. Et le juge européen va construire une jurisprudence sur le travail de valeur égale, qu'est-ce que c'est, et va élaborer des critères. Certains sont déjà dans le Code du travail, mais d'autres n'y étaient pas encore. On va trouver des critères sur les capacités professionnelles, sur les responsabilités, sur la charge physique et nerveuse. Donc cette jurisprudence va constituer véritablement un corpus juridique. On va avoir des directives qui vont se succéder et à un moment donné, c'est ce qu'on fait en droit européen. On ne fait pas tout bien en droit européen, mais il y a des choses qui sont quand même très bien faites en droit européen. On fait un texte de synthèse. Eh bien, cette directive, elle va reprendre tout ce qui a déjà été construit dans la jurisprudence, plus un certain nombre de directives, et elle va dire quelque chose de très important. Elle va dire, on n'avance plus. On n'avance plus sur la réduction des rémunérations entre les femmes et les hommes. Et la directive va dire il faut des mesures contraignantes. Il faut contraindre les entreprises à donner de l'information. Parce que si on veut avancer sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, il faut assurer la transparence des rémunérations. Alors Naïla Glaise, vous qui justement suivez le travail du législateur européen, ça fait partie de ce que vous faites à Eurocadre. Comment elle a été amenée cette directive? Pourquoi Eurocadre l'a poussée? Il faut rappeler par ailleurs que c'était sous la précédente mandature du Parlement européen, puisque les choses ont un petit peu évolué depuis. Évoluer, c'est pas vraiment le mot, mais changer, on va dire. Je fais des euphémismes. Effectivement, cette directive, elle faisait partie de la stratégie européenne sur l'égalité 2020-2025 et elle a été adoptée, comme Clément l'avait rappelé, en 2023. Et les États membres ont 3 ans pour la transposer dans les 27 pays européens. Donc la date limite, c'était le 7 juin 2027. Donc un rendez-vous qui a été loupé par 24 pays. Seulement aujourd'hui, on a 3 pays qui ont réussi à la transposer, donc à la mettre dans la loi nationale. Et pourquoi? Et donc pourquoi déjà après 3 années, pourquoi on est encore en retard aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui on commence seulement à en parler? La réponse, elle est claire. Il y a un lobbying européen des patrons qui est incroyable sur cette directive-là. Ils n'ont pas arrêté de convaincre les gouvernements qu'ils vont obtenir un omnibus qui annule cette directive-là. Je rappelle juste un omnibus, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un texte de loi qui annule un autre texte qui a été adopté précédemment par vote du Parlement, par tout le processus législatif qui existe, ou qui enlève une partie, qui lui limite son périmètre. Et les patrons, comme ils ont le vent en poupe en ce moment au niveau européen, parce qu'on enchaîne les omnibus depuis cette nouvelle mandature, depuis les dernières élections européennes. Et d'ailleurs, j'ai vu, il y a l'analyse juridique dans ce document qui a été distribué à l'entrée et il montre bien à quoi ressemble l'hémicycle du Parlement aujourd'hui. Donc, c'est pas trop en faveur des travailleurs et des travailleuses.
Et donc, ils étaient persuadés que comme on obtient des omnibus sur plein de textes européens, notamment les questions qui concernent le climat, les questions qui concernent l'intelligence artificielle, le numérique, etc., ils vont obtenir un omnibus sur cette directive-là, sur la transparence des salaires. Mais ils ne l'ont pas eu. Et ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas parce qu'il y a une mobilisation quand même qui est très forte des syndicats. C'est un texte qui a demandé des années et des années de discussion, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la Commission ou du Conseil aussi. Il y a eu des lettres, on a écrit plein de lettres à la Commission, il y a eu plus de 1000 amendements sur lesquels on a travaillé un par un, on a été convaincre les parlementaires de tout le contenu de ce texte-là, et il est hors de question qu'il y ait un omnibus sur cette question-là. Et dernièrement, à la dernière réunion, c'était une audition qui a été faite par la Commission européenne où les syndicats européens sont conviés, mais aussi le patronat. Ils ont encore refait leur cirque sur il faut un omnibus et suspendre la transposition de cette directive. Suspendre, ça veut dire que ils n'ont vraiment pas de vrais arguments à part dire que c'est le coût. Donc c'est quand même le comble, le coût de transposer cette directive-là comparé au prix qu'on paye pour la discrimination syndicale. Donc ils veulent suspendre la transposition et clairement la Commission, elle a dit non, ça ne sera pas suspendu et il faut maintenant se dépêcher. Et c'est pour cela que d'ailleurs les gouvernements commencent seulement maintenant à se dépêcher pour la transposer. Mais je sais ce que vous allez penser, j'exagère peut-être sur ce que je dis sur les patronats, mais attention, je vais les citer. Ils disent quand même qu'ils ont un attachement indéfectible au principe de l'égalité salariale et s'engagent à promouvoir l'égalité des sexes. Mais seulement, il ne faut pas leur demander de lever le petit doigt pour apporter un changement concret. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette directive, parce que l'argument c'est quoi? C'est le coût, c'est une charge de reporting, etc. Pour les petites entreprises, les moins de 150 salariés, c'est pour 2031 seulement la transposition, c'est pas tout de suite. Donc pour 2031 seulement, pas la transposition, pardon, l'application. Donc ils ont le temps quand même. 2023, 2031, ça va. Et donc malgré cela, ils disent que non, ça fait une charge de travail énorme et qu'on veut pas la transposer. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que actuellement, comme ils ont le vent en poupe, comme ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, ils vont continuer à le faire. Et la pression qui a été faite sur les gouvernements n'a pas été faite uniquement en France, mais dans tous les pays européens. Même la Suède, elle a dit, et elle maintient encore à ce jour, qu'elle ne veut pas la transposer. Ce qui est quand même grave pour un pays où le dialogue social était quand même très fort. Mais avec le changement de gouvernement qu'ils ont, c'est-à-dire coalition droite-extrême droite, ils ont clairement dit qu'ils ne veulent pas la transposer. Donc c'est vraiment une violation grave du droit qui existe, du droit européen et du comportement de certains pays aujourd'hui qui ne peut pas être accepté du tout. Donc un retard français, mais la France n'est pas la plus en retard. Un mot quand même sur le contenu, parce qu'on sent évidemment un attachement à défendre ce texte. On viendra ensuite à sa transposition, mais les grandes lignes de ce qu'elle contient, cette directive, Naïla Glaise. Alors, en fait, Michel en a parlé un petit peu sur le principe du travail à valeur égale. C'est un principe qui existait déjà, que ce soit au niveau européen, mais au niveau français. Et aujourd'hui, comme l'a bien rappelé Michel, c'est un outil. C'est un outil qu'on utilise pour nous permettre d'appliquer ce principe-là. C'est-à-dire qu'il ne nous donne pas le droit d'avoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, mais il nous dit comment on va le faire, quelles sont les obligations des employeurs aujourd'hui en matière de transparence pour pouvoir appliquer ce principe-là. Et c'est pour cela que c'est très important pour nous qu'on saisisse bien de cet outil-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est définir des critères objectifs. Emmanuel en a parlé tout à l'heure sur les compétences, l'effort, le niveau de responsabilité, les conditions de travail, la qualification. Et selon ces critères précis, on va définir qu'est-ce qui est le travail à valeur égale. Et ce qui est bien, c'est que cette directive va quand même améliorer ce qui existe en France, notamment, on a parlé de l'index égalité, je crois qu'il y a quelqu'un de la salle qui a dit que oui, s'il y a 3 femmes en haut, ça change la donne parce que la moyenne, elle est forcément augmentée, mais en général, les femmes sont quand même lésées. Et donc, cette directive, elle précise 7 indicateurs, et parmi les indicateurs, et qui n'existent pas dans l'index égalité, c'est la valeur médiane, et pas uniquement moyenne. Et donc, ce qui fait que ce problème qui a été soulevé tout à l'heure va normalement
être gommé avec cet indicateur-là. Mais attention, parce que dans la transposition, dans le projet de transposition qui existe aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas du tout cet indicateur. Donc, comme quoi, ça montre quand même que cet indicateur va quand même changer la donne. Peut-être qu'on pourra revenir à la transposition ensuite, ouais, si ça vous va. Un dernier mot sur la directive, avant de passer la parole à Élise Penhalloüe. En fait, cette directive aussi, elle amène des moyens pour pouvoir comparer. Elle crée quelque chose qui s'appelle un comparateur hypothétique, dans le cas où le comparateur n'existe pas dans l'entreprise. Elle amène aussi ce principe-là dès l'embauche, c'est-à-dire que même un candidat à un entretien doit avoir une certaine transparence sur la rémunération et même l'évolution de la carrière. Donc ça change quand même la donne, c'est une transparence avant même d'être embauché. Élise Penhalloüe, j'ai cité votre livre La frustration salariale tout à l'heure. On vous lit également dans le numéro d'Options qui nous réunit, en entretien avec Christine Lab, vous décrivez bien comment les politiques salariales des dernières décennies, elles ont individualisé les rémunérations. De quelle manière ça s'est passé et pourquoi? Ça va nous amener au terrain sur lequel on se base avec cette directive. Oui, alors comme ça a été rappelé en début de table ronde, la transparence salariale, elle ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un historique. D'abord un historique réglementaire sur la lutte pour l'égalité professionnelle, mais aussi une évolution des politiques salariales ces 30-40 dernières années. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tournant des années 80-90, avec le retour des politiques néolibérales, sont introduits des dispositifs d'individualisation et de complexification des rémunérations. Avant, pendant les 30 Glorieuses, il y avait des grandes grilles de classification qui renvoyaient à des compétences et qui définissaient des collectifs auxquels on pouvait se référer, et le salaire était lisible. Il était lisible parce que déjà, il y avait moins de primes, même si la prime variable, c'est pas une invention des managers. J'y reviendrai parce qu'en fait, ça a été réintroduit pour des managers. Et là, on voit ce qui a été dit sur la première table ronde, cette position de l'encadrement qui est un petit peu compliquée par rapport aux politiques d'entreprise. Mais donc, ces grands collectifs, ces grandes catégories, elles ont été floutées, opacifiées à partir des années 80-90 avec l'introduction de tout un tas de dispositions qui rémunèrent le travail, mais d'autres types de dispositions qui sont aussi associées au capital, primes de performance, primes de poste. Ça peut être des choses pas forcément liées à la prime individuelle, ça peut être des primes collectives, ça peut être aussi des dispositifs liés à la retraite, à l'épargne salariale, PERCO, ça peut être des choses très techniques dont personne ne comprend rien, type article 83. Enfin, mon collègue à côté, mon collègue de table ronde, c'est son métier. C'est pour ça que je vous ai mis à côté. Oui, on le laissera répondre après. Ouais. Mais ça décrit aujourd'hui ce que j'appelle un bazar des rémunérations où aujourd'hui les salariés ne savent pas exactement combien ils gagnent. Pourquoi ? Parce que c'est fait de plein d'éléments différents. Et ce qu'il y a de bien avec la directive, c'est qu'elle concerne bien tous les éléments de rémunération et pas seulement le salaire. Pour autant, cette opacification, elle a eu pour effet d'amener les salariés à une demande de transparence. Ce n'est pas la directive qui crée la transparence, c'est l'évolution des politiques salariales ces 30-40 dernières années qui ont introduit ces dispositifs. Ce qui est peut-être intéressant de souligner ici, mais on pourra peut-être le garder pour les questions, donc je lance un peu une perche, c'est d'où vient cette introduction. Cette introduction, elle vient d'une justification par la motivation, avec cette idée que la prime, elle motive. Or ça, c'est faux. La prime devrait motiver parce qu'elle réaligne les intérêts, notamment du management. C'est pour ça que ces primes, elles arrivent d'abord par le haut des organisations, avec ceux des actionnaires. Pourquoi ? Parce que voilà, cette idée que on va plutôt faire travailler les bénéfices de l'entreprise. C'est aussi un peu l'état d'esprit des dispositifs d'intéressement et de participation au capital. Parce qu'en plus, ça brouille aussi la question au titre de quoi on est rémunéré. Donc, il y a une illisibilité des salaires. Et ces salaires, on les perçoit pour soi, mais aussi par rapport aux autres. Les salaires sont d'abord matériels, c'est d'abord un montant, surtout en ce moment avec les problématiques de pouvoir d'achat qu'on a, mais c'est aussi
quelque chose que l'on perçoit par rapport aux autres, c'est-à-dire une perception au sens propre comme au sens figuré. Et dans cette perception, on se compare aux autres. Et quand on avait des grands collectifs pour se comparer, pas de problème, c'était lisible. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus individualisé. Résultat, ça discute. À la machine à café, à la photocopieuse, le jour des remises d'enveloppes de primes, ça discute beaucoup. Dans certaines organisations, ça discute beaucoup. Et des fois, ces discussions servent à reprendre un peu la main sur les rapports de force et à réorganiser un peu le marché du travail. Pas partout, parce qu'en plus, ces primes, elles sont distribuées de manière très différenciée, elles ont des usages très différenciés. Donc cette transparence salariale est aujourd'hui un état de fait dans les organisations. Alors, je ne dis pas que ça discute partout de manière hyper transparente, mais en tous les cas, de plus en plus, dans des milieux où ça discute beaucoup plus que d'autres. Et cette directive de transparence va faire sauter un verrou supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va ne plus pouvoir dire aux salariés que c'est interdit de discuter. Il n'y a plus de pay secrecy, c'est-à-dire qu'on a le droit de discuter de son salaire aussi pour savoir où on est, s'identifier et objectiver un peu. Et l'important dans les inégalités, c'est que quand on les objective, pour pas qu'elles deviennent des discriminations, il faut pouvoir justifier les écarts. Et donc la directive de transparence, elle est importante. On ne va pas savoir exactement combien gagne le voisin, ça c'est une fausse idée. Par contre, on va objectiver des écarts médians sur des catégories de travail de valeur égale. Et ça, il va falloir amener une deuxième dimension à cette transparence, c'est que ce n'est pas uniquement une transparence sur les montants, c'est une transparence sur les principes qui justifient qu'on paye tel travail à tel titre. Et ça, il faut aussi être transparent sur les grands principes. Ils peuvent être variés, ça peut être l'ancienneté, ça peut être la localisation, on paye mieux à Paris qu'en région parce que la vie est plus chère à Paris, ça peut être le diplôme, ça peut être les compétences, ça peut être l'engagement au travail, mais en tous les cas, il va falloir discuter de tout ça. Et ça, c'est important de le dire, et alors, c'est un nouvel outil, cette directive de transparence. J'aurais tendance à être optimiste mesurée. Il faut voir comment est-ce qu'elle s'applique. La transposition montre des points d'inquiétude. Je pense que, notamment, les seuils de comparabilité, c'est-à-dire que s'ils nous font des seuils trop petits, on ne pourra pas recréer des collectifs pour comparer. Et ça, c'est inquiétant. Mais l'une de mes hypothèses, c'est qu'effectivement, ça freine des cas de fer. Dans certaines entreprises, il y en a qui sont prêtes. Celles pour qui les classifications, elles sont au clair, elles ont été négociées il n'y a pas longtemps, ça va. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est bon. Celles qui sont claires sur leur index, ça va aussi. Mais celles où c'est le bazar parce qu'on a fait de l'avancement individualisé à l'arbitraire, elles ont un boulot incroyable devant elles. Et l'espoir, c'est qu'ils freinent, et ils vont quand même devoir appliquer la directive, et ça va être un tel bazar qu'ils vont se retrouver avec de l'insatisfaction des demandes dans tous les sens de salariés qui vont pouvoir demander l'équivalent sur leur poste, et là, ils vont être le dos au mur et ils vont être obligés de revoir les classifications. Et ça, si grâce à la directive on fait ça, ce serait absolument génial. Mais bon, ça... on n'y est pas encore. Donc moi, mon espoir, c'est que ça se transpose tellement mal que tout le monde est le dos au mur et on se retrouve dans l'obligation de devoir renégocier. Donc voilà. Donc la thèse de la frustration salariale, on a bien compris, c'est que ce qui était recherché par l'individualisation, c'est la motivation, Philippe Lafont, mais ce que nous dit votre voisine, c'est donc qu'elle a eu l'effet paradoxal inverse de rendre illisible. Vous qui travaillez, Philippe Lafont, donc en DRH d'un grand groupe public, avec une grille, avec un statut très particulier, est-ce que vous voyez l'illustration de ça dans votre entreprise ou pas du tout ? Donc évidemment, c'est un cas très particulier, EDF. D'abord, nos actionnaires, c'est l'État à 100%. Donc voilà. Et puis évidemment, on s'assoit sur un régime et une structure de rémunération qui est fondamentalement issue d'un statut. Donc statut qui a
Des vertus ou des inconvénients. Vertus, c'est que c'est stable et ça bouge assez peu en réalité. Inconvénient, c'est que c'est hors de la main du dialogue social. Puisqu'un statut, c'est un décret, c'est pris par le gouvernement, c'est le pouvoir réglementaire qui détermine les règles. Et donc en pratique, sur beaucoup des éléments qu'on pourrait faire évoluer dans le cadre des accords d'entreprise ou de branche, on n'a pas la main. Et quand je dis on n'a pas la main, c'est pas simplement les employeurs, c'est aussi les organisations syndicales. Ça a été répété, mais il y a 3 volets bien distincts, je trouve, dans la directive transparence. Il y a le volet égalité femmes-hommes. Il y a le volet processus d'embauche, les fourchettes proposées à la rémunération à l'embauche, le fait qu'on ne doit pas demander la rémunération antérieure quand on reçoit un candidat. Et puis il y a le 3e volet qui est celui en réalité du droit individuel, qui vient d'être évoqué, à demander un comparatif par rapport à des salariés dans une situation comparable et avec un travail de même valeur, pour voir si au cours de la carrière, il y a eu des discriminations ou un parcours salarial qui a été inférieur à ce qui était, attendu. Donc sur mon cas propre, celui de mon entreprise propre, nous on est assez tranquille, je dois dire, sur le volet égalité professionnelle, femmes-hommes, parce qu'on s'appuie sur un statut, une grille qui a des mécanismes d'ancienneté en particulier et automatique importants, et parce que surtout on a un accord égalité professionnelle qui prévoit pas mal de choses et qui en pratique anticipe d'une certaine façon la directive. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des mesures, des inégalités, à la fois sur le fixe et sur les autres différents accessoires de rémunération. On a confié à un tiers, une statisticienne économiste de Paris 10 Nanterre, chercheur associé à l'INED, le souhait de présenter devant les OS et devant les employeurs les résultats. Elle les présente chaque année. Et quand évidemment, il y a des données nouvelles, une nouvelle prime qui apparaît, elle peut actualiser, entre guillemets, donc c'est un travail, disons, itératif. On a prévu des mécanismes pour qu'au moment où se produisent les inégalités salariales, et vous savez que c'est souvent lié aux périodes d'accouchement, congés maternité, congés sans solde, congés parentaux, etc., avec le non-bénéfice de promotion à l'issue. Et c'est là où se fait le gap, souvent, entre les femmes et les hommes. On a des mécanismes de maintien de salaire à 100% et de rattrapage, entre guillemets. On veille à ce que, y compris sur les dispositifs de primes, très concrètement, la personne qui est partie, par exemple, en congé parental pendant 3 ans, elle est bien l'évolution moyenne ou qu'elle n'est pas moins que ce qu'elle avait en prime avant qu'elle parte. Ce genre de dispositif. Et on a même une 3e lame correctrice qui est qu'on a un volet d'augmentation individuelle à la main des managers qui permet de rattraper si jamais les mécanismes préventifs n'ont pas été faits. Donc c'est un accord. Il y en a dans beaucoup d'entreprises, évidemment, parce que c'est une obligation de négocier sur ces sujets-là. Je ne dis pas qu'il est parfait. On va le renégocier à partir de septembre en plus. Mais pour vous dire, on ne s'est pas posé la question est-ce qu'on attend la transposition de la directive pour renégocier notre accord égalité professionnelle ? On va le faire tout de suite et le cas échéant, on fera un avenant. Alors, en jeu de négo, vous devancez mes questions. La situation, néanmoins, à EDF, une majorité d'hommes. Vous m'avez donné le chiffre de 70% d'hommes, 30% de femmes. Femmes qui sont concentrées dans des métiers donnés. Elles sont où, les femmes d'EDF, et à combien est votre index égalité, Philippe ? Alors, vous posez bien la question. Notre problème, c'est pas tant l'égalité que la mixité. En réalité, puisque donc effectivement en effectif, en stock, comme on dit, on est à 70% d'hommes, avec des répartitions, on fait beaucoup de métiers différents à EDF, vous vous en doutez, mais avec des répartitions très genrées suivant les métiers, donc plus on est proche de la production, plus il y a des taux masculins importants, plus il y a d'exécution maîtrise dans une direction, plus il y a des proportions masculines élevées, et plus vous allez vers des fonctions support ou commerciales, plus il y a une proportion de femmes qui est importante. Donc on fixe des objectifs à chacun de ces différents métiers, différentes directions pour augmenter leurs objectifs de recrutement féminin, parce que c'est ça vraiment l'enjeu, la mixité en réalité. Et là aussi c'est très très largement partagé avec les OS, puisque pour rien vous cacher, hier matin on signait le nouvel accord d'intéressement et il y a un des objectifs qui va donc compter dans le montant d'intéressement qui sera versé l'année prochaine aux salariés, qui est sur le taux de recrutement féminin. Un objectif à 32% pour l'année prochaine. Donc c'est ça qui est relativement important. Et il y a, mais je passe là-dessus parce que c'est pas notre sujet du jour, beaucoup évidemment d'actions pour essayer d'augmenter le vivier
parce qu'en réalité, c'est bien de se fixer des objectifs de recrutement de femmes pour parvenir à la mixité, mais il faut qu'il y ait le vivier, et comme vous imaginez, dans une grande entreprise industrielle comme la nôtre, on recrute des ingénieurs et des techniciens, et vous savez qu'en termes de formation initiale et supérieure, c'est là où il y a des problèmes. Donc, voilà. Mais ça, c'est le sujet mixité. Par rapport à ça, et je reviens au sujet de l'égalité salariale, ça a bien été précisé par les différents intervenants, le sujet c'est le travail à valeur égale. C'est ça le sujet en réalité. Donc effectivement on a des outils pour mesurer, il y a des définitions à la fois dans les directives, il y a déjà une définition dans le Code du travail qui sera reprécisée par le projet de loi qui rajoute la notion de compétences non techniques, qu'il va falloir définir. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence non technique? C'est du relationnel, c'est de l'esprit d'initiative, c'est de l'esprit d'équipe. Voilà, ça devrait être à préciser. Et là aussi, c'est quand même un champ de négociation collective, puisque c'est bien un accord de branche ou d'entreprise qui va déterminer pour chaque entreprise ce que sont ces travaux de valeur égale. Et spontanément, vous imaginez bien qu'on a une classification commune avec des règles qui sont vraiment très très proches et qui parviennent à avoir des fixes très très comparables et peu de différence entre femmes et hommes. Mais ce qui compte, c'est pas le fixe, c'est les éléments qui sont liés à cet emploi. Et implicitement, ou très explicitement, on dit pour certains travaux, parce qu'il y a du 3-8, parce qu'il y a du travail de nuit, parce qu'il y a des astreintes, il y a des primes. Donc il y a une valorisation financière de ces travaux. Et donc, quand vous êtes dans un métier tertiaire, par exemple dans la fonction RH, pour prendre un exemple très simple, ou quand vous êtes effectivement sur un site de production avec des cycles et en plus avec des périodes d'intensité d'activité extrêmement fortes avec beaucoup d'heures sup, les gens, même s'ils ont le même diplôme en droit d'un côté, en ingénierie de l'autre, même s'ils sont dans la même classif, même si leur fixe est égal, à la fin de la fin, comme ils ne sont pas sur les mêmes métiers, pour le coup, pas avec les mêmes sujétions, ils n'ont pas les mêmes rémunérations globales, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de primes et d'autres qui n'ont pas beaucoup de primes. Et ça, c'est vraiment le sujet de la détermination de la valeur égale. Et est-ce qu'on considère que c'est acceptable que celui qui fait des 3-8, qui a des astreintes, qui a des cycles à 48 heures de temps en temps, gagne, en raison de ses suggestions, davantage que la personne qui a le même diplôme, qui est dans la même place dans la classification? Est-ce que c'est ça qui est acceptable ou pas, et quelle solution on prend pour y remédier? Ceux qui portent et ceux qui cueillent les champignons. Mais c'est un excellent exemple. Parce que dans la définition Code du travail, on parle bien de charge physique. Votre index égalité à combien? On est à 100. Vous êtes à 100. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours des problèmes et la perfection n'est pas de ce monde. Je ne veux pas vous faire de EDF un village Potemkin, mais on se compare favorablement à nos voisins. Michel Minet, on a déjà amorcé donc le sujet de la transposition. On a, comme je l'ai dit, un premier jet de texte français, donc projet de loi français. Quelle lecture est-ce que vous en faites au stade actuel? Alors, on en a parlé à plusieurs reprises, mais on ne va pas pouvoir se dispenser de lire la directive. Enfin, je le dis à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter à lire le projet de loi. Parce qu'en fait, ce projet de loi, il est, je ne veux pas être trop sévère, mais il est assez minimaliste. C'est-à-dire que, fort heureusement, il n'a pas été impacté par une directive omnibus, comme l'a été, par exemple, la directive sur le devoir de vigilance. Mais néanmoins, on sent l'influence omnibus dans le contenu matériel du projet de loi. Dans ce projet de loi, en fait, on va retrouver un certain nombre de choses, fort heureusement, de la directive, mais parfois, on va les retrouver d'une manière qui n'est pas satisfaisante. Et puis, il y a des choses que l'on ne va pas retrouver de la directive dans le projet de loi. Et puis, il y a des choses qu'on va trouver dans le projet de loi qu'on ne devrait pas trouver. Donc là, il me faudrait 3 heures. Donc, je n'ai pas 3 heures. Alors, je vais simplement attirer votre attention sur quelques éléments. Il y a un élément que je crois vous avez parfaitement identifié, c'est le fait que, d'une manière qui n'est absolument pas satisfaisante, ce projet de loi renvoie massivement à des décrets. C'est-à-dire que des dispositions de la directive que l'on devrait avoir dans le projet de loi ne seront pas dans le projet de loi. Ils seront dans des décrets. Alors ça soulève plusieurs difficultés. D'abord, ça soulève une difficulté tout simplement au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui n'est pas une jurisprudence très favorable, mais néanmoins, un problème de lisibilité du droit. C'est-à-dire que sur certaines questions, vous allez être obligé, demain, de lire la directive,
de lire la loi et de lire le décret. Vous avouerez que ce n'est pas idéal. C'est un premier élément. Ensuite, le fait de renvoyer à des décrets, c'est très préoccupant, parce que le décret va être adopté par un ministre. Je respecte les ministres de la République, mais il y a quand même un risque que le décret soit en retrait par rapport aux dispositions de la loi. Et puis, on ne peut pas négliger le fait qu'il y a un risque que le décret soit en retrait par rapport aux dispositions de la directive. Par exemple, il est prévu que, concernant les éléments de rémunération, Monsieur Lafont l'a développé, que sont les éléments de rémunération, il est prévu que ce soit le décret qui le précise. Mais non, il n'y a aucune raison de renvoyer au décret. La convention de l'OIT de numéro 100, la directive européenne, elle prévoit déjà que dans rémunération, on doit avoir le salaire et tous les accessoires de salaire, tous les éléments qui sont la contrepartie de l'emploi ou du travail. Donc, ce renvoi n'est pas nécessaire. Et puis, évidemment, il y a un autre risque, c'est qu'un décret, c'est très facile à modifier. Une loi peut être modifiée par une autre loi. Bien évidemment, ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire, mais quand même, il faut un débat parlementaire. Alors qu'un décret, c'est extrêmement simple. Donc, il y a un risque d'instabilité. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, dans ce projet de loi, il y a un certain nombre de choses qui sont préoccupantes sur la construction des catégories. Alors, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais si on veut l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, c'est ce que nous dit la directive, il faut déterminer des catégories de travailleurs et de travailleuses qui font un travail de valeur égale. Donc ça, c'est un travail considérable. Considérable. Il faut faire ce travail. Il faut faire ce travail, et ce travail, il serait quand même assez pertinent que ce travail soit d'abord fait au niveau des branches, dans les grilles de classification. Parce que les grilles de classification, elles sont élaborées au niveau des branches. Or, ce que l'on voit dans ce projet de loi, c'est qu'il s'inscrit dans la nouvelle architecture du Code du travail depuis la loi du 8 août 2016, la loi Valls-El Khomri, c'est-à-dire que ce qui est premier, c'est l'accord d'entreprise. À défaut d'accord d'entreprise, on a un accord de branche. Et à défaut d'accord de branche, on a une décision unilatérale de l'employeur. Eh bien, le projet de loi reprend cette construction. Il nous dit, oui, ça peut être élaboré. Ça peut aussi être élaboré au niveau de l'accord de branche. Enfin, l'essentiel, c'est que ce soit fait au niveau de l'accord d'entreprise. Ce qui suppose, j'ai entendu parler de formation ce matin, ce qui suppose que les représentants syndicaux, les élus des comités socio-économiques, ils soient formés justement à la question de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et qu'en particulier, ils connaissent la jurisprudence en la matière. J'insiste. Et puis, on voit apparaître, in fine, la possibilité d'une catégorisation des travailleurs par décision unilatérale de l'employeur. Alors là, c'est tout à fait inacceptable, parce que la catégorisation, comme la directive nous le dit et nous le redit, je ne vais pas vous ennuyer avec les articles, mais l'article 3, petit h, l'article 4, le considérant 26, la directive nous dit la catégorisation, c'est le résultat d'une négociation entre les représentants des travailleurs et l'employeur. Ça ne peut pas être une décision unilatérale de l'employeur. Je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais je voudrais encore attirer votre attention sur un ou deux points. Une directive ne peut pas aboutir à une non-régression du droit. La directive fixe des dispositions minimales, et la directive, à l'article 27, nous dit, bien évidemment, si sur certains points le droit national est plus favorable, on maintient les dispositions plus favorables, et bien évidemment, il ne peut pas y avoir de régression à l'occasion de la transposition. Alors, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que transposer une directive, excusez-moi de la formule qui n'est pas très élégante, ce n'est pas simplement copier-coller les dispositions de la directive dans le Code du travail. Mais d'une certaine manière, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Transposer une directive, ça veut dire adopter une politique qui va permettre concrètement, effectivement, d'atteindre les objectifs fixés par la directive. C'est-à-dire adopter une politique qui va permettre d'atteindre l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Or, quand on regarde justement cette question de la non-régression, eh bien, sur un certain nombre de points, là, le projet de loi prévoit des régressions. Par exemple, il prévoit des régressions en matière de publication des indicateurs. Il nous dit que les indicateurs pourront être publiés sur le site de l'entreprise ou sur le site du ministère du Travail. Non. Actuellement, c'est sur le site de l'entreprise. Donc, on ne doit pas régresser.
Un autre élément dont on parlera peut-être pas, mais sur la question de l'action en justice. Quand on mène une action en justice pour discrimination, en général, aujourd'hui, on va devant le juge civil. On va devant le conseil de prud'homme, ou on va devant le tribunal judiciaire. C'est très rare que l'on aille devant le juge pénal. Si on va devant le juge civil, on est sur une appréciation objective de la discrimination. Il y avait un excellent exemple qui était donné par un intervenant ce matin où un homme et une femme ont un travail de valeur égale, le même niveau de formation, etc., mais n'ont pas la même rémunération. On ne s'occupe pas de l'intention. Si l'employeur dit « mais je ne suis pas sexiste », c'est hors sujet. D'accord ? Or là, dans la directive, on voit apparaître la notion d'intention par rapport à un manquement de l'employeur. Dans le projet de loi. Pas dans la directive. Merci. Il y en a au moins une qui suivait. Non, deux d'ailleurs. Dans le projet de loi, on voit apparaître cette notion de manquement qui serait non intentionnel. Non. Devant le juge civil, on n'a pas à introduire cet élément-là. Et puis, dernier élément, parce que je sens que je suis un tout petit peu trop long, il y a des dispositions dans la directive que l'on ne retrouve pas dans le projet de loi. Par exemple, dans le projet de loi, on ne retrouve rien sur la discrimination intersectionnelle. C'est-à-dire quand des femmes sont discriminées parce que femmes, mais également parce que militantes syndicales, parce que d'origine étrangère, parce qu'en situation de handicap, parce qu'ayant plusieurs fois 20 ans, etc. D'accord ? Eh bien ça, on ne retrouve pas dans le projet de loi. On ne retrouve pas dans le projet de loi l'organisme de suivi de la mise en œuvre de la directive. Alors certains vont peut-être dire « bon, ce sera le défenseur des droits ». Je ne sais pas. Ce n'est pas dans le projet de loi. Philippe Lafont manifestait un certain nombre de désaccords. Je vous laisse, les exprimer. Simplement vous dire qu'on arrive au bout de cette table ronde. Et je vais vous demander à toutes et tous là de je serai très court. Conclure brièvement. Merci. Ce ne sont pas des désaccords, c'est des nuances. Donc effectivement, c'est le sujet, quand même, les décrets, effectivement, puisque si vous avez entendu le ministre du Travail évoquer une signature avant la fin de l'année pour une mise en œuvre au 1er janvier 2028, c'est ce que j'ai entendu, avec l'argument il faut... Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est pas secret, c'était sur LCP ou une chaîne parlementaire, je ne sais plus laquelle, mais il a dit ça il y a 10 jours, parce qu'il a dit il faut 1 an aux entreprises pour se préparer, etc. Donc effectivement, ça rajoute les décrets, parce que les décrets ils sortent pas le lendemain de la promulgation au JO de la loi, ils sortent en général souvent 6 mois après plutôt. Et donc il y en a 2 qui sont sensibles, effectivement, c'est la précision sur les critères qui vont être retenus pour le nouvel index EGAPRO, pour le dire vite. Et puis il y en a un qui est important pour vous aussi, je pense, c'est la nature et le mode de collecte des données qui seront transmises par l'entreprise aux organisations syndicales pour faire le diagnostic sur le bilan. J'insiste aussi quand même sur le fait que la ClaSIF, ça reste évidemment un sujet de branche, ça ne change pas, mais la ClaSIF, c'est un outil parmi d'autres pour évaluer des travaux de valeur égale, et ça ne suffit pas, comme je pense. Je vous ai donné un exemple par rapport notamment au régime de primes ou de rémunération complémentaire. Et donc c'est vrai que l'accord collectif, branche ou entreprise sur la détermination des travaux égales, des travaux de valeur égale, c'est bien celui-ci qui sera quand même le plus important. Moi, quand j'essaye de faire mon rétro-planning sur la mise en œuvre de la directive, puisque vous l'aurez compris, vu mes fonctions, c'est moi qui suis en charge, c'est celui-là qui est vraiment le sujet important en termes de négociation collective. Et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est pas que une directive femmes-hommes, c'est tout salarié peut, encore une fois, demander à l'employeur de se justifier sur son parcours professionnel par rapport à des salariés comparables. Et tout le problème, évidemment, c'est la définition de ce qui est comparable de son entreprise. Et donc, la question qui se pose aussi, c'est comment, de manière très, très opérationnelle, on gère les flux, entre guillemets. Imaginez que vous êtes dans une entreprise de 65 000 salariés, c'est mon cas, et vous avez 60 000 demandes de gens qui frappent à la porte de leur manager ou de leur RH pour dire « moi, j'aimerais une étude comparative ». Ça se prépare. Alors, il n'y en aura pas 60 000, enfin, j'espère. Mais voilà, ça se prépare aussi, quoi. Comment on fait ? Des processus un peu automatisés pour aller dans le système d'info, trouver les données, pour voir la rémunération médiane, moyenne, en fonction de l'ancienneté, en fonction, etc., de la personne, pour pouvoir lui donner le diagnostic, entre guillemets, immédiat, et pour qu'ensuite, évidemment, il puisse en parler à son manager, à son RH, et le cas échéant, enclencher les travaux correcteurs. Il y a une mécanique administrative aussi qu'il ne faut pas totalement, je pense, négliger.
Élise Penal-Weicher, est-ce que ça, selon vous, ça veut dire également qu'il faut que les salariés s'en emparent de cette transparence, les femmes singulièrement? Il y a eu une étude récente de l'APEC qui montrait que les hommes répondaient plus oui que les femmes à la question comptez-vous demander la comparaison. APEC qui est également présent dans le numéro d'options, un papier de deux chargés d'études. Élise Penal-Weicher, est-ce qu'il faut s'en emparer, et par ailleurs pour les représentants des salariés? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut publiciser l'existence de cette directive. Déjà, c'est un premier point. On l'a dit, c'est un outil supplémentaire dans la lutte pour l'égalité professionnelle. Il y a eu un certain nombre d'outils qui se sont déployés depuis... alors, on peut remonter jusqu'à 1919, 1970. Certains ont mieux réussi que d'autres, loi Copé-Zimmermann. Je ne fais pas le pari que cette directive sera une baguette magique qui va nous aider, mais elle nous donne un arc, enfin une flèche supplémentaire à l'arc, savoir comment est-ce que cette flèche va être utilisée. C'est une flèche qui a des dimensions très hétérogènes, elle est très technique, et cette question de faire remonter les datas va être cruciale. L'accès aux datas, ça a été dit tout à l'heure aussi, comment est-ce qu'on a accès aux rémunérations, c'est un point important. Peut-être, on l'a pas dit, mais dans la directive, normalement, l'entreprise n'a que 2 mois pour répondre à une demande de salarié qui veut. Et 2 mois, en fait, c'est rien du tout pour construire une telle donnée. Je pense que les gens qui manipulent des données ont bien ça en tête. Donc c'est technique, mais c'est aussi stratégique. Effectivement, c'est peut-être aussi le moment de s'emparer d'un moment de débat pour se poser enfin la question de quels sont les critères qu'on met en termes de principe de justice pour évaluer le travail et notamment le travail de même valeur, surtout sur des métiers de première ligne. Je veux dire, la crise Covid a été de ce point de vue-là complètement une prise de conscience générale. C'était les gens qui étaient en première ligne, donc les plus essentiels, qui étaient le moins rémunérés. Donc peut-être qu'il y a un moment à saisir grâce à cette directive. Naïla Glaise, un mot pour finir. Déjà, juste, je voudrais rajouter une chose par rapport à ce qui a été dit sur les manquements de la loi par rapport à la directive. Il y a un point qui est très important, c'est que la directive prévoit en cas d'écart important qu'il y ait une évaluation déjà conjointe avec les syndicats, mais aussi que les mesures qui sont apportées sont conjointes. Et le projet de loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il y a une négociation collective déjà dans l'entreprise, on nous fout la paix, quoi. On veut pas négocier avec les syndicats sur les mesures. Et j'espère quand même, dans une entreprise comme EDF, s'il y a une évaluation conjointe, qu'il y a quand même des négociations, malgré le fait qu'il y a un accord collectif qui existe dans l'entreprise. Et justement, puisque vous avez peur qu'il y a 60 000 sur les 65 tapent à la porte, ça pourrait être un moyen aussi de faire avancer les choses. Mais ce que je voulais dire à la fin, c'est qu'au-delà de la question des inégalités des hommes et des femmes, enfin des salaires entre les hommes et les femmes, le débat aujourd'hui, il est beaucoup plus large dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on questionne, c'est la démocratie dans l'entreprise. Qui décide de la rémunération? Comment cette décision elle est faite? Sur quelle base? Sur quels critères? Et c'est là où ça commence la démocratie aussi dans l'entreprise. Ce qu'il faut, parce que jusque là on a une rémunération qui est basée sur une politique salariale, sur la base d'une performance individuelle, sur la base d'une flexibilité, etc. Et ces critères-là n'existent pas dans la loi. Et donc, ce qui est important quand on s'accapare de cette directive, c'est de pouvoir objectiver ces écarts et avoir un contrôle collectif sur cela. Et donc, c'est plus qu'une transposition technique, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un outil de transformation des rapports sociaux dans l'entreprise et la capacité du mouvement syndical à faire vivre les nouveaux droits dans l'entreprise. Il y a clairement derrière cela la bataille sur la transparence, et une question fondamentale qui se pose, c'est celle du pouvoir des travailleurs à comprendre, à contester et à transformer les mécanismes qui produisent les inégalités. Et pour finir, je vais juste donner un exemple court. En Finlande, le congé parental, il était préalablement divisé entre les hommes et les femmes, et une partie du congé parental pouvait passer de l'homme vers la femme et inversement.
Et ils ont, il y a 5-6 ans, dit stop, on va obliger le congé parental qui soit pris soit par l'homme, soit par la femme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette transposition, mais c'est un congé assez long, je pense, de 6 mois. On ne peut plus donner les 6 mois, l'homme ne peut plus les donner à la femme. Donc, forcément, il y a beaucoup plus d'hommes qui prennent ce congé parental. Et aujourd'hui, il y a des cas de contestation parce qu'il y a des hommes qui sont discriminés dans l'entreprise parce qu'ils ont pris leur congé parental. Donc on voit bien comment les choses changent, on voit bien quelles sont les causes de ces inégalités-là. Et c'est un pays qui travaille là-dessus. Voilà qui fait la transition avec la prochaine table ronde. Merci Naïla Glaise, Michel Minet, Élise Penel-Weicher et Philippe Lafont. Merci à vous quatre, merci à vous dans la salle du Théâtre Traversière pour votre attention. Au milieu de cette chaleur parisienne, on se retrouve pour la suite et fin de ces rencontres d'options. Salut!